Cette semaine, sur la ligne de combat reçoit Safin, un ex-militaire du Royal 22e Régiment, qui est allé combattre l'État islamique aux côtés des forces kurdes en Irak. Bonjour Safin. Salut. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue, c'est très gentil de votre part. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour parler de votre participation aux côtés des Kurdes en Irak pour combattre l'État islamique, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre carrière militaire. Vous êtes un ancien du Royal 22e Régiment. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené au départ à vous... qu'est-ce qui vous a motivé à vous enrôler? Moi, depuis très jeune, j'ai toujours vraiment une fascination pour ce qui est militaire, l'armée. J'ai été quelqu'un qui s'est très documenté sur la guerre du Vietnam, notamment. Et puis, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours voulu être un soldat, donc je suis allé de l'avant avec vraiment l'infanterie, le 22 et ainsi de suite. C'était prédestiné, c'était comme ça que je le voulais. J'avais une attirance vers la vie militaire. Puis vous avez passé quelques années dans l'armée? Oui. Quelques missions? Oui. Il y a du Golfe, Yougoslavie. Puis j'étais en Allemagne au 1er bataillon. Puis qu'est-ce qui fait que, en étant motivé à entrer dans l'armée, en ayant fait quelques missions, qu'est-ce qui fait qu'on en sort? Bon, l'état de l'armée canadienne, ou la réalité en 95, 96, 97 était telle que, bon, on avait beaucoup moins de ressources après ces missions-là. Je me souviens pas du gouvernement à l'époque qui était au pouvoir, mais c'était beaucoup plus difficile. C'était le gouvernement de Jean Chrétien qui n'était pas très pro-militaire. Pas trop pro-militaire. Puis moi, je me suis toujours informé par rapport à ça. Je regardais les politiques un peu en termes de ministère de la Défense du gouvernement fédéral. Et je crois que c'était des moments, fin des années 90, fin des années 90, un moment difficile pour l'armée canadienne. Hein. Les sous-effectifs, les équipements vieillissants et ainsi de suite. Donc c'est comme si on me donnait pas on me donnait pas le... Comment on dit? Ça vous a démotivé? Oui, ça m'a démotivé. Et puis, le niveau des salaires était beaucoup plus bas qu'ils sont aujourd'hui. Et j'avais un enfant, et puis on est revenu au Canada. La réalité économique au Canada était bien différente que lorsqu'on était en Allemagne. Puis j'avais d'autres qualités, donc j'ai décidé de quitter. Puis on vous a diagnostiqué un choc post-traumatique à la sortie? Non. On m'a diagnostiqué CSPT en 2004-2005. En 2004, OK. Un peu plus tard. Oui. Puis est-ce que vous avez reçu de l'aide à ce moment-là? Au moment de... Absolument. Oui. Les anciens combattants, ils font... pour moi, les anciens combattants font un travail vraiment exceptionnel. Ils sont présents, ils sont là, ils aident, ils ont des programmes en place. Clinique TSO, total gestionnaire de cas, psychothérapie, psychologue, et ainsi de suite. Moi, j'ai absolument rien à redire sur l'aide donnée par anciens combattants puis la manière qu'ils m'ont traité, moi. Puis à votre sortie de l'armée, vous avez gardé des contacts avec d'anciens collègues? Oui, bon. Vous avez continué de vous intéresser, évidemment, à ce qui se passait dans le monde? Absolument, mais là, on n'était pas dans l'ère de Facebook et tout ça, donc c'était plus difficile de garder contact, il fallait que tu te téléphones. Mais oui, j'ai toujours gardé contact, puis j'ai toujours resté dans la région de Québec, donc j'ai toujours été influencé. Il y a quand même un grand nombre de militaires dans la région de Québec, des gars du 22, là, les 3 bataillons sont à Valcartier, donc ouais, je me suis toujours intéressé, et puis j'ai regretté longtemps d'avoir sorti, en fait, pour la camaraderie, pour la fraternité, pour la job que ça faisait, l'attitude et ainsi de suite. Ça vous a pas tenté à un moment donné de revenir? Oui, j'ai failli rentrer fin 90, à la fin des années 90. Puis, je n'ai pas été au bout du processus. Par contre, quand sont arrivés les événements autour de l'État islamique, notamment le massacre de Sinjar, en août 2014, là, vous vous êtes dit, il faut que j'y retourne. Ouais, je suivais... C'est arrivé comme un clic comme ça, ou ça a pris un certain temps avant que... Ben là, l'État islamique était présent déjà, si je ne m'abuse, fin 2013. Là. J'ai toujours été quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au Moyen-Orient, puis les mouvements terroristes, puis l'intervention impérialiste de l'Ouest un peu partout, à dire que tout le monde est des satans puis des pas bons, là. C'est une autre discussion, bien sûr. Mais
J'ai suivi là, leur progression et tout ça, puis j'ai vu bien sûr, là, après les différentes guerres qu'il y a eu en Irak, l'effondrement de ce pays-là. Et comment ils ont pris Mossoul en tirant pas une balle et ainsi de suite. Puis le massacre de Sinjar a été le moment là, décisif. Les Kurdes qui sont yazidis. Il y a des flashbacks de l'ex-Yougoslavie avec du nettoyage ethnique et d'assassiner des gens à cause de leurs croyances religieuses, de prendre des jeunes filles, des jeunes femmes, puis de les prendre en esclavage sexuel. Ça peut pas marcher sur mon chiffre de garde. Non, je laisserai pas ça arriver, donc... Mais ça fait quoi? Ça fait pas loin de 20 ans que vous avez quitté l'armée? Puis là, c'est que vous pensez à revenir sur le théâtre des opérations dans un cadre qui n'est pas nécessairement celui de l'armée canadienne. Comment on... C'est quoi l'élément déclencheur autre que le massacre? Depuis 2013, moi, je suis... j'ai mes rangs d'anciens combattants, puis ainsi de suite. Alors, j'ai arrêté de travailler, et ainsi de suite. Et puis, comme j'ai dit, ça m'a toujours habité, ça, la vie militaire, puis l'infanterie. Puis j'ai des valeurs, tu sais, quelles sont les lois qui me régissent? Mais les lois qui me régissent, c'est l'honneur, c'est la fidélité, c'est le courage. Suite aux événements des Balkans, puis de l'ex-Yougoslavie, où est-ce qu'il y avait des camps de viol, j'ai toujours trouvé ça très difficile. Ça m'a toujours interpellé. Et puis, si je pouvais mettre mes valeurs et ma personne au profit d'essayer d'endiguer puis d'enrayer l'islam qui est extrême tel que prôné par l'État islamique, eh bien, je pouvais pas refuser puis dire non à ça. Alors, Quand on pense revenir sur le théâtre d'opération au front, on a besoin, comme on dit, d'un certain entraînement, d'une certaine préparation mentale. On a besoin de conseils de gens qui ont été sur le terrain. Comment ça s'est fait entre réfléchir à ça puis partir? Ben, mes réflexes d'infanterie m'ont jamais quitté, en fait. Là. J'ai toujours été... c'est un peu drôle, mais je marche dans le bois comme si j'étais en patrouille de combat. Là, donc, mes réflexes m'ont jamais quitté. C'est certain que j'ai fait des petits refreshs au niveau des armes. Je me suis entraîné physiquement à la marche, avec un sac à dos plus qu'un peu de la course. J'ai regardé sur les cartes les différentes factions et ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe. Je me suis informé auprès d'un gars qui était déjà allé, qui c'est grâce à lui que j'ai réussi à me joindre au premier groupe que je me suis joint en novembre 2016. Travailler sur mon état d'esprit, le mental, comment il fonctionne, et ainsi de suite, puis me positionner, puis poser des questions à savoir pourquoi je vais là, en fait. Là. Est-ce que je m'en vais là pour la gloire, puis je vais être reconnu, je m'en vais-tu là vraiment, comment on dit ça en français, vraiment en s'oubliant soi-même, et vraiment pour une mission d'abnégation, être un combattant de la liberté. Ben moi, être combattant de la liberté ou freedom fighter, comme ils nous appelaient là-bas, ben moi, ça me va, ça me convient. Et puis, j'ai mis toutes ces choses-là. Ça a pris 6 mois quand même là, de travail dans ma tête, de contact, de ci, de ça. Avant de peser sur le piton scène là, pour t'acheter le billet d'avion, il y a eu un 6 mois, donc d'hésitation, j'avance, je recule, oh non, je peux pas faire ça, voyons donc, j'ai peur, et ainsi de suite. Ben, finalement, je suis allé. Septembre 2015, octobre 2015, à peu près que vous êtes parti. Novembre 2000. Novembre 2015? 2015. OK. Et puis, à ce moment-là, racontez-nous un petit peu comment vous vous rendez là-bas. Ben, je fais un stop à Marseille, Paris-Marseille. Je reste 3-4 jours à Marseille pour battre le décalage horaire. Je voulais pas arriver là avec 8-9 heures de décalage horaire. Et ensuite de ça, je fais un vol Marseille-Munich et Munich-Sulimani. Qui est dans l'est de l'Irak. Oui, qui est au nord-est de l'Irak, à l'est, dans la région du Kurdistan autonome. Et puis... C'est quoi les premières impressions quand on arrive là? Je suis arrivé tard dans la nuit. Ben là, tu te dis que t'es en Irak, hein? Oui, ben c'est ça, c'est... Là, tu te dis que t'es en Irak, t'es tout seul avec ton sac à dos, là, tu te dis ouf. C'est pas comme un voyage de
De jeune, là, à 15-20 ans, là. Non, c'est pas un backpack trip, puis surtout, ben, t'as pas de chaîne de commandement, là. C'est pas l'armée canadienne où ce que là, ils t'attendent. Il y avait un Américain qui était un Freedom Fighter aussi qui m'attendait. Lui, ça a été mon body pendant à peu près un mois. Et puis là, ben, il m'a pris, là, on est allé à un hôtel à Sulimani 2-3 jours, puis après ça, on s'est rendu à la base. Ça m'a aidé beaucoup, là, au lieu À Kirkuk? d'arriver à froid. Ouais, à Kirkuk, ben, à peu près à 20 km, 30-40 km au sud de Kirkuk, c'est Dakuk. C'est vraiment à la frontière du Kurdistan, le gouvernement régional du Kurdistan et l'Irak. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens comme vous qui venaient du Canada ou de plusieurs pays qui combattaient ou qui s'enrôlent, dans le fond, avec les Kurdes? Ben, il y en a beaucoup. Je ne les ai pas tous rencontrés, mais il y en a beaucoup. Mais moi, ceux que j'ai rencontrés, Américains, Français. Français ou Kurdes français? Non, Français de France. Français de France, OK. Ça, j'ai été beaucoup avec des Français de France. Il y avait un contingent. Il était 8-9 dans une base un petit peu à côté d'où j'étais, là. Ça s'appelait la 9e brigade. J'ai juste rencontré des Américains et des Français, puis j'ai croisé les forces spéciales canadiennes. Mais eux autres sont dans l'armée canadienne. Puis vous vous préparez à ce moment-là à vous en aller vers Sinjar? Parce que c'était votre choix, je pense, de vous diriger vers là. Ben là, après un mois et demi à Dakuk, sur cette base-là, on allait au front. Ça s'était calmé, hein? Puis le front, il fait... mais la ligne de défense kurde fait 800 km. Et puis c'est des monticules, c'est pas Pas des tranchées? c'est pas des tranchées, c'est des monticules. Mais des monticules de 10, 12, 15, 20 pieds. Et puis là, ben, ils se regardent face à face. L'État islamique était à peu près à la première place. L'État islamique devait être à peu près à 2-3 km. Là. Puis il y a un no man's land entre les deux. Alors, moi, je me suis tanné un petit peu de ça. Je suis peut-être arrivé un petit peu sur le tard, parce que je sais qu'il y avait eu la libération de certains villages, sans être des opérations d'envergure. Là. Et puis, ben moi, mon objectif, c'était vraiment d'aller à Sinjar. Puis Sinjar, ça faisait 20 jours que c'était libéré. Alors, j'ai mis en place un processus pour m'y rendre à froid. Qui était un petit peu dangereux. Oui, c'était assez osé. Quand je repense à ça, je me dis... Parce que vous... j'étais dans un état d'esprit où est-ce que tu oublies complètement... tu es focusé sur ton objectif, et puis les dangers qui sont alentour, tu les vois, tu les comprends, mais ils sont pas assez importants pour me démotiver d'aller vers où j'allais. En même temps, vous avez eu, comme vous dites, la peur de votre vie lorsque vous vous êtes rendu à Sinjar, parce que vous savez pas à qui vous avez affaire. Non, surtout là, la pause des taxis, puis tout ça, ça a été difficile, 3-4 différents chauffeurs. Mais d'une nuit à l'autre, un chauffeur différent, puis en l'espace de 20 minutes, 4 différents, là. Là, tu te dis, là, je demande la carte d'identité du chauffeur, puis je fais semblant d'appeler un de mes chums kurdes. Puis baragouiner en kurde, c'est-tu correct, tu sais, tu comprends-tu? Alors, ouais, ça, c'était difficile. Puis, ben là, c'est un territoire qui est morcelé, spécifiquement à cause de Mossoul. Donc, tu peux pas te rendre à Dohuk, qui est la base arrière des Peshmerga du KDP, qui sont les gens qui sont en charge, qui sont au pouvoir au Kurdistan. Donc là, ça te prend beaucoup plus de temps. C'est comme si Trois-Rivières était sous domination étrangère. Il faudrait tout tu passes par la 20, mais aussi les vies seraient pris, fait qu'il faudrait que tu ailles, enfin bref. Alors là, quand on se dirigeait vers Mossoul, parce que je suivais sur mon téléphone, là, je la trouvais moins drôle. Là. Mais vous êtes arrivé à Sinjar. Oui, à partir d'une quantité de checkpoints, habillé avec le dress désert de l'armée américaine, avec le petit phoniat puis tout. J'arrive à Sinjar et puis il y a un checkpoint qui me dit il y a un général là, on va cogner. Je suis allé cogner, puis il m'a tout de suite pris en charge, payé le taxi, s'est en allé. Puis là, j'étais dans le... Là, j'entendais... Ça, j'ai pas dit ça dans les entrevues avant. Ça faisait 2-3 heures que j'étais là, et puis j'entendais les avions de la coalition bombarder les positions. Fait que donc là, le front était... Pas trop loin. À côté, là.
Et puis, ça faisait 3 heures que j'étais arrivé, puis il y a eu une attaque sur la ligne, puis il y a 8 gars qui sont morts. Mais moi, j'étais embarré dans un... 8 Kurdes? 8 Kurdes, ouais. Moi, j'étais embarré dans un bureau avec 2 gardes, parce que le général est parti avec son aide de camp pendant cette attaque-là. Comment on vous accueille? Très bien. Oui. Ah oui. Le général n'est pas surpris de Oui, voir très des... surpris. Comment t'as fait pour arriver ici, premièrement? Ben, j'ai pensé à travailler les checkpoints, ça. Comment? Pourquoi vous arrivez ici? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Je veux me battre avec vous autres. Mais là, j'avais une lettre de référence d'un ami Peshmerga. Ils l'ont appelé dans la nuit. Jusque-là, c'était correct. Et puis le lendemain matin, ils m'ont livré à la police secrète à Saïch. C'était l'équivalent, disons, de la GRC. Puis là, j'ai passé un interrogatoire pendant 3-4 heures à me faire poser les mêmes questions. En français, en plus. C'était assez spécial. Le gars avait étudié à l'université de Mossoul en français. Et puis, pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Toujours la même question. Pendant 1 heure et demie, 2 heures de temps. Parce que j'imagine qu'on veut savoir un peu c'est quoi les motivations. Ben, non, mais t'es-tu quelqu'un qui essaie de s'infiltrer? Es-tu sympathisant à l'État islamique ou à une autre cause anti-kurde? Es-tu turc? Es-tu iranien? Passeport, vide ton sac, reviens, repars. Finalement, là, sans que rien ne se passe, ça fait 3 heures que tu es assis là, tu fumes des cigarettes par-dessus cigarettes. Il y a du monde qui rentre, qui sort, là. Ils t'embarquent dans un camion, puis tu sais pas ce qui se passe. Puis ils disent, il y a 2 gars là, ils disent Daesh, Daesh, puis là, tu t'en vas à la ligne de front, 3 km plus loin. La ligne est là, puis à 400 mètres, l'État islamique est là. Vous avez passé, Là, t'as le cœur qui cogne. vous avez passé plusieurs mois. Parlez-moi de certains faits marquants qui se sont déroulés au cours de ces mois-là. On est en décembre, janvier, février, je pense. Au sud de Sinjar, sur la ligne de front, là c'était vraiment le jour puis la nuit versus Dako. Parce que là, on recevait du mortier à tous les jours. Il y avait des drones, ils fabriquaient des drones spéciaux, un peu comme des avions, qui nous passaient par-dessus la tête. Des attaques suicides sur la ligne avec des 10 roues puis des véhicules. Les 10 roues, ils étaient blindés en slab de béton de 4-5 pouces, puis il y avait juste un trou. Ils avaient beau essayer de les arrêter avec les milets, on avait des milets, ou tirer avec du 12,5 mm, et c'était difficile. Mais il y avait des gros, à l'avant de la ligne, il y avait des gros fossés anti-chars, ça veut dire 12 pieds de profond, 16 pieds de large. Donc là, quand ils arrivent, t'es pas capable de les arrêter, ben là, il y a un câble, puis tout le monde recule. On recule en arrière de notre ligne, puis là, ben il y a d'autres monticules, tu as le monticule principal, puis après ça, c'est comme un peu un labyrinthe. 20 pieds plus loin, il y a un autre monticule, 20 pieds plus loin, il y en a un autre. Là, tu te recules en arrière, puis là, il tombe dans le fossé anti-char. Puis là, ben à ce moment-là, il se fait exploser. Fait que là, ben t'es plus là, tu sais. T'attends après l'explosion, puis là, tu avances sur ta ligne. Et puis là, ben, il essayait de... Puis là, ben, moi, j'étais là au moment où il y avait de la pluie. Puis il y avait beaucoup de brume la nuit. La nuit, il essayait d'avancer. D'accord? Fait que là, on les pinçait. Ils n'ont pas fait des avancées majeures contre nous, mais on était toujours... Des fois, là, c'était 4-5 fois par jour, la panique pognait, puis on s'en allait sur la ligne, on tirait, on se faisait tirer dessus. C'était non-stop, là. Tu sais, là, on était, comme on dit, on se faisait harceler. Puis ça a duré 3 mois. Non, ça a duré 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ça a duré 1 mois et demi, et puis là, des fois, ben, on amenait des canons d'artillerie, 155 mm, on les bombardait pendant 2 heures de temps. Là, tu te dis, ben là, on va avancer. Ben non, on restait sur notre ligne. Ils ont une manière de faire la guerre très différente de nous, les armées occidentales, où est-ce qu'on avance, recherche et destruction, et ainsi de suite. On essaie de les déstabiliser. Eux, ils restent beaucoup sur leur position. Ça a l'air un peu comme de la guérilla, un peu comme en Afghanistan. Ouais, de la part de l'État islamique, oui. Puis les Kurdes, eux, c'est le style de Première Guerre mondiale. OK. Des avancées, là, par... Quand il y a des avancées, ben là, t'avances, puis t'avances tout le monde sur la route principale. Parce que tous les champs sont minés. Fait que là, t'avances à 1000, c'est la route principale. Là, tu peux pas tirer, ils sont en avant de toi, les gars. Parce qu'eux autres n'ont pas de forces armées, pas de forces aériennes, l'État islamique. C'est essentiellement de l'infanterie puis de l'artillerie. L'État islamique? Ouais. Ou les Kurdes? L'État islamique? L'État islamique? Ah, ils ont du mortier, ils ont... Tu sais, ils ont pas fait des avancées majeures contre nous, mais on était toujours... Des fois, là, c'était 4-5 fois par jour, la panique pognait, puis on s'en allait sur la ligne, on tirait, on se faisait tirer dessus. C'était non-stop, là. Tu sais, là, on était, comme on dit, on se faisait harceler.
C'est ça. Non, il n'y a pas de. Ni les Kurdes n'ont pas de force aérienne, mais les Kurdes, ben, il y a la coalition internationale. Alors, sur notre tête, sur la ligne de front, 24 heures sur 24, il y a un avion qui tourne par-dessus. Puis sur des vidéos, là, t'entends. 24 heures sur 24. Et puis, le major, là, qui était souvent à côté de moi, parce que moi, j'étais au PC, OK? Mais il est là, puis lui, il a une tablette, satellite, ça, puis il cale les shots. Puis là, tu vois les avions arriver, ils bombardent, puis ils repartent. Ça doit être assez impressionnant. Ah, ça, c'est quelque chose, oui. Parce que dans le fond, les avions viennent, passez-moi l'expression, clairer le terrain pour vous permettre d'avancer. Mais on n'avance pas tout le temps. Hein? J'ai fait partie de 2-3 avancées, pas plus. On aurait pu avancer 50 fois. Là, mais ils resteraient sur leur position. L'objectif des Kurdes, finalement, c'est de reprendre les frontières historiques du Kurdistan. Aussitôt qu'ils arrivent aux frontières historiques du Kurdistan, ils s'arrêtent. Ça, c'est les Kurdes d'Irak, pas les Kurdes de Syrie. Comment est le moral sur la ligne de front? Bien, le soldat, le non-officier fait 10 jours on, 20 jours off. L'officier fait 10 jours on, 10 jours off. C'est pas des soldats professionnels. Il y en a, les officiers sont professionnels, mais c'est des gars qui font de la construction pendant leurs 20 jours, l'autre qui a un restaurant, et ainsi de suite. Ils se battent pour leur pays. La motivation est élevée. C'est des gens qui ont extrêmement souffert, les Kurdes de tout, autant de Turquie, de Syrie, d'Iran ou d'Irak, et qui ont une riche histoire de soulèvement armé, disons, là, parlons de l'Irak, contre le gouvernement central de Bagdad dans le temps de Saddam Hussein et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, là, dans l'histoire, il y a eu le génocide kurde en 88, le gazage de 5000 villages, et ainsi de suite. Ils ont essayé d'éradiquer, Saddam a essayé d'éradiquer finalement les Kurdes. Donc, c'est des gens avec je sais pas comment dire en français, mais une résilience. D'accord? Alors, pour eux, sauver leur pays, créer un pays qui est le Kurdistan, c'est important. Donc, le moral est assez bon parce que, finalement, outre les avancées de l'État islamique, ils n'ont pas eu de défaite, les Kurdes. À partir du moment où est-ce que les Peshmerga ont décidé de reprendre les territoires, ils ont toujours eu du succès. Et encore aujourd'hui. Et c'est les meilleurs militaires sur le terrain pour combattre l'État islamique. Puis vous, le Canadien qui est là, avec les Kurdes, il est comment le moral? J'imagine qu'à un moment donné, on se pose la question pourquoi je suis ici, là. On se pose la question en gnostique, oui, pourquoi que je suis ici. Là, ben, t'as plus de moyens de communication. Il y a la barrière de langue. À Sinjar, moi, j'étais avec 3 Français. Un ancien légionnaire, 2 commandos de marine. On était 4 étrangers dans le même peloton. Le moral est bon quand t'es occupé. Le moral est bon quand t'es au front, tout ça. Mais t'as des breaks. Tu sais, tu peux partir 5 jours, retourner à Dohuk. Quand tu retournes à Dohuk pour 5 jours, là tu te dis, je retourne-tu. Là, t'es en contact avec ta famille, tes amis, et ainsi de suite. Mais bon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Mais il faut toujours se souvenir, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ma participation fait la différence? A fait la différence? Elle n'a pas fait la différence dans cette guerre-là, ma participation, mais aucunement. Toutefois, les Kurdes qui te voient, un étranger qui s'en vient joindre à eux, qui est prêt à mourir pour leur cause, qui est prêt à se battre pour leur cause, mais ça, c'est bon pour leur morale. Ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls. Puis à un moment donné, ce qu'il y a eu, c'est que vous, comme vous disiez, vous êtes en contact avec votre famille pendant quelques jours, et fin février, début mars, je pense que vous décidez de revenir au Canada. Oui, plus fin janvier, début mars, oui. Je reviens au Canada. Je sais pas trop pourquoi je suis revenu au Canada. À mon retour, j'ai arrêté en Moldavie. J'ai toujours voulu voir la Moldavie, j'ai voyagé beaucoup. À mon retour, je m'arrête en Moldavie 3-4 jours. Là, on est en mars 2016. Non, on est en février. Février 2016. Et puis, je suis tout seul là-bas à Chisinau, en Moldavie. Là, je commence à déprimer, pas à peu près. Pourquoi je suis parti? J'aurais adoré retourner. Fait que là, je vais une coupe de brosse solide, et puis finalement, je reviens au Canada. Mais là, très, très déconnecté avec l'environnement au Canada. Environnement familial? Pas familial, là, mes enfants sont plus vieux, mais
les amis, ton entourage immédiat, les choses à faire, aller à l'épicerie, mettre du gaz dans ton auto. Je dis, tout ça semble tellement anodin, inimportant versus la cause et le conflit qui a lieu, notamment dans cette région du globe. Il y en a d'autres. Moi, j'ai fait de ça ma cause, mais j'aurais pu embrasser d'autres causes. Elle me semble noble. Mais et puis là, ben, t'es important quand t'es sur la ligne de front. T'es un soldat, t'es fier, t'as une allure fière, tu poses des gestes courageux, tu te bats avec toi-même, c'est un défi, tout ça, tu reviens, il n'y a plus rien de tout ça. Là. Est-ce que l'armée canadienne ne nous manque pas dans ce temps-là? Une fois que tu as goûté à être combattant étranger, il y en a qui disent mercenaire, il y en a qui m'ont traité de mercenaire là, sur les réseaux sociaux. Mercenaire, si on s'entend qu'un mercenaire est payé pour faire ce qu'il fait, là, j'ai jamais été payé. Ça m'a coûté de l'argent, moi, pour aller là. Mais une fois que tu as goûté à cette liberté-là, puis à embrasser des réelles valeurs qui t'appartiennent, ça ne te tente plus jamais de retourner dans une armée organisée. Et là, finalement, vous décidez de retourner. On a plus le choix, là. J'étais en contact avec eux. Il y a eu des attaques chimiques sur Sinjar contre la ligne. Là, j'étais en contact avec mes chums là-bas. Et puis. Donc, vous retournez quoi, en avril? Non, je retourne en mars. En mars. En mars. J'ai juste passé 1 mois et demi la deuxième fois. Il est arrivé une attaque très importante. Là, j'ai senti que j'allais mourir, ou que je pouvais mourir. Là. Bien sûr, je l'avais déjà senti avant. Mais là, quand tu vois des gars mourir à 300 mètres à ta gauche sur la ligne, parce que la ligne est immense, là. Hein, moi, je suis dans un peloton qui est le PC, qui couvre 200 mètres de la ligne. Mais ta voie continue à l'est, ta voie continue à l'ouest, puis là, il y a d'autres pelotons, là. Mais quand tu vois là, les gars à ta gauche, qui est un peloton de ta gang, mais que tu côtoies moins, parce qu'ils ont leur maison, on vit dans des maisons détruites, puis ça. Mais là, il y a eu plusieurs morts, puis tu vois les civières passer, puis tout. Là, tu te dis, là, bon, là, attends un peu, là. Vas-tu mourir ici? Fait que le deuxième Là, sujet. la chienne, elle m'a pogné. Ouais. Puis là, ben, je suis parti. Puis là, j'ai rapatrié très, très vite. Hein. Erbil, Beyrouth, Paris, Montréal, Québec. Fait que là, ça a pris 45 heures, là. Puis là, 45 heures plus tard, t'es à Québec. Là, ça donne un sérieux coup. Quelqu'un est venu me chercher. Une personne exceptionnelle est venue me chercher ce jour-là. Là, on est en avril-mai, à peu près. Bon, là, on est en avril. Et puis là, le syndrome de stress post-traumatique, la honte du survivant, l'anxiété, la dépression, les consommations de drogue et d'alcool, tout embarqué. Là, c'était ça a été la descente très, 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 très basse. L'adrénaline qui retombait à zéro. Là, À zéro, puis j'ai toujours été un peu comme ça, mais c'est comme si je portais la douleur de ces... ce qui m'interpelle beaucoup, c'est ces jeunes femmes yézidis transformées en esclaves sexuels vendues sur les marchés de Mossoul et de Raqqa. Je les sens tellement, là. Je sens tellement cette... comment qu'on appelle ça? Cette détresse. Et c'est tellement inacceptable dans mon échelle de valeur que des hommes puissent poser des gestes comme ça, violer 20 fois avant midi, là. Assassiner ensuite. Là, à l'heure actuelle, on est le 7 juillet. L'armée, c'est-à-dire l'État islamique, est sur le point de tomber. Ouais. Le califat est à toute fin utile là, terminé. En Irak. En Irak. Les Kurdes ont le haut du pavé. Vous dites avoir adopté la cause kurde. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire maintenant? Peut-être, est-ce que vous avez gardé contact avec des gens là-bas? Oui, plusieurs, oui. Vous savez, là-bas, faire l'amitié là-bas est bien différente d'ici. L'amitié là-bas, elle est réelle. De t'inviter chez vous, là, puis de partager ta nourriture, puis c'est réel, là. C'est quelque chose, c'est ami à vie. Et c'est respect, là-bas, tu marches habillé en militaire avec ta patch du drapeau kurde, puis ta patch de bataillon, là. Je veux dire, le monde vient te voir, te prennent dans leurs bras, te photographient, ça n'a pas de bon sens.
Alors, oui, en Irak, la chute de Mossoul devrait être dans j'aimerais ça dire dans quelques heures. Il en reste pas long, en tout cas. Après ça, il va rester à Ouidja et Tel Afar à libérer, mais ça, c'est sur le territoire irakien. Et les Kurdes sont déjà alentour de ces villes-là, donc ils préviennent là, la fuite vers, disons, le nord, l'est et l'ouest, dans le cas de Tel Afar. C'est un peuple qui... là, on pourrait reculer de plusieurs centaines d'années, mais restons dans le dernier siècle. 20e, 21e. Ouais, c'est un peuple qui est à cheval sur 4 pays, donc la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, qui a été opprimé, assassiné, gazé, tué, réduit à un citoyen de deuxième ordre dans leur propre pays. S'était fait promettre Un gouvernement régional. non, il s'était fait promettre un pays après les accords de Sykes et Picot après la Première Guerre mondiale, ce qui n'est pas arrivé. Mais en même temps, ces gens-là, une fois la guerre terminée avec l'État islamique, là, je veux dire que la vraie partie commence là, pour eux d'avoir une reconnaissance internationale. Ben là, il y a le Est-ce que- référendum le 25 septembre des Kurdes d'Irak. Les Kurdes de Syrie, présentement, contrôlent presque tout le Rojava, à part une petite partie que les Turcs s'amusent à foutre la merde. Raqqa va être pris dans quelques mois, selon moi. Alors, ils vont voter massivement, les Kurdes d'Irak, pour oui. Et c'est certain que Bagdad n'acceptera pas ça, ni la Turquie, ni l'Iran, ni la Syrie. Je crois qu'il y a plusieurs pays qui vont reconnaître internationalement, comme j'imaginerais que le Canada va probablement reconnaître les Kurdes. Les Américains, peut-être pas, là, parce que, bon, on les connaît, eux. Remarquez que ça pourrait prendre un certain temps, mais je reviens sur le citoyen Safin. Quand il voit, par exemple, que les Kurdes vont réussir à passer au travers, il a le goût de faire quoi? Il a le goût de faire une entrevue comme tout de suite, pour justement parler d'eux. Sensibiliser les Québécois à ce, Oui, ce qui se parce passe que là-bas? c'est eux qui se battent contre... C'est la force la plus efficace contre cette menace planétaire qui est l'islam radical, qui est l'État islamique. Bien sûr, ils se battent pas pour nous, ils se battent pour eux en premier lieu, mais ça nous adonne en torieux, par contre, hein? Tu sais, ils sont le rempart contre ça, là. Alors, tu sais, il faut quand même les reconnaître, comme ça, puis pas qu'une fois que ça soit fait, les jeter comme les Hmong ont été jetés au Vietnam, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors, c'est certain que les gouvernements alentours n'accepteront pas le oui de leur référendum, et puis ils vont probablement avoir une guerre civile avec l'Irak qui va s'en suivre. Et puis vous, après l'expérience que vous avez vécue, quelle serait la suite des choses pour la cause? Vous aimeriez peut-être garder... Moi, personnellement, Oui, c'est ça, le citoyen Safin, il souhaiterait, par exemple, que... ben moi, là, si, et puis ça, je l'ai dit à un ami là-bas, si il y a une troisième guerre civile irakienne qui fait que les Kurdes, les Peshmerga kurdes du gouvernement régional du Kurdistan doivent se battre contre l'armée irakienne, c'est certain que je retourne là-bas pour me battre avec les Kurdes. Même si le retour ici a été difficile puis que ça a été exigeant? Ouais, mais là, bon, j'ai des nouveaux outils, je me connais, je sais quoi faire, et je suis plus en confiance, et puis je me considère beaucoup plus fort pour gérer des situations qui sont extrêmement difficiles. Safin, Oui. merci infiniment pour cette entrevue. Ah, ça me fait plaisir, merci. Cette semaine, dans notre segment Nos vétérans et l'histoire, notre chroniqueur Michel Martin s'entretient avec M. Serge Masson, un apprenti soldat et vétéran du Royal 22e Régiment. Monsieur Masson, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Vous, l'histoire militaire, ça vous intéresse beaucoup, mais c'est surtout parce que vous êtes tombé dedans étant petit, vous venez d'une lignée de militaires. Je suis né là-dedans. Votre père, votre grand-père, Mes arrière-grands-pères. contez-moi un peu, c'est quoi la filiation?
On part de où? Ça part de la guerre de Boer, la guerre d'Afrique du Sud, avec le régiment de Québec, c'est rendu là. Après ça, il y a eu la guerre civile avec Louis Riel, lui, un membre de ma famille qui était là-dedans, avec le régiment de Québec. Après ça, il y a eu 14-18? 14-18, mon arrière-grand-père, le père de mon père. Mon père qui a fait 39-45. Campagne d'Italie? Après ça, l'Italie, Dieppe, et puis la Corée, et puis moi qui est rentré par la suite, et puis mon fils qui est rentré, lui, dans les années 60. Donc, quand vous décidez de suivre, disons, les pas de vos ancêtres, votre père est recruteur. Et c'est lui qui vous recrute. Voilà. Mon père était recruteur dans le temps. Les gars du 22 du dépôt allaient sur la route, dans sa Gaspésie, puis ça. Ils étaient au motel, puis ils avaient leur propre char. Puis mon père était sergent recruteur. Et puis la première année qu'il était recruteur, le premier gars qui a enrôlé, c'est moi. Il a fait de bonnes figures. Oui, j'imagine. Puis à ce moment-là, vous avez quel âge? J'avais 15 ans. Et comment ça se déroule, le processus, quand on a 15 ans? C'est que dans ce temps-là, il y avait un programme qui a sorti, que les Forces armées canadiennes avaient sorti pour les étudiants. Ça s'appelait les apprentis soldats. Alors, nous devions avoir en bas de 17 ans. Et sur ça, on signait un contrat de 7 ans de service. Par contre, on pouvait sortir au bout de 5 ans de service continu. Et puis pendant ces 5 ans-là, nous avions 2 ans à nous qualifier au point de vue sujet académique et en même temps se qualifier au point de vue sujet militaire. Et quand on était gradué, première année, on faisait camp à quartier. En passant, Gilles Vigneault était mon professeur à l'académie militaire. Et puis la deuxième année, on le faisait à Borden. Alors, ils nous mettaient en chambre avec un anglais et un français pour qu'on apprenne l'anglais. C'était pas l'anglais qui apprenait le français, c'était le français qui apprenait l'anglais. Et puis, on était gradués après avoir passé une 12e année, il y avait ça un junior metric. Et là, après ça, mais on était postés, tout dépendant, autrement dit, nos qualifications, mais suite, il y en a qui s'en allaient comme PTI, Physical Training Instructor, professeur de culture physique, mais un autre pouvait s'en aller à l'école de transmission, là, le corps médical, et ainsi de suite, tout dépendant le gars dans quoi il voulait s'en aller. Puis vous, dans votre cas? Moi, c'était au transport, au Service Corps. OK. Ça s'appelait RCSC, Royal Canadian Army Service Corps. Alors, nous, on s'occupait du rationnement, du camionnage, qui consistait à le pétrole, les vêtements, la nourriture, la munition. C'est que les troupes qui pouvaient fournir l'infanterie, quoi, ou l'artillerie, tout ce qui avait besoin du matériel en cas de conflit. Et puis, le dos s'en allait au RIMI, qui s'appelait le corps de mécanique, le corps des signaleurs, le corps de l'ordonnance, corps médical, dental. Alors, c'était tout des corps auxiliaires pour supporter un régiment ou un bataillon d'infanterie. En opération. Des troupes arrière. Alors, c'était pour former des sous-officiers et devenir un jour un officier, quoi, mais qualifié. Alors, là, on avait des bons professeurs, des gars d'expérience, des vétérans de la Corée, des vétérans de 39. Et puis, quand le cours était fini à Borden, moi, j'ai été posté avec la première compagnie de transport. Qui était à quel endroit? Qui partait pour l'Allemagne, qui était à Borden. OK. Alors, il y avait besoin de renfort pour compléter une brigade, parce que c'était une brigade qui était là-bas en Allemagne, c'était la guerre froide dans le temps. C'est que c'était la 5e brigade qui était là. Alors, il fallait que tous les contingents soient complets. Alors, ça prenait du monde, là. Alors, un bon nombre de mon groupe, on s'est en allé là, avec la première compagnie de transport. Puis vous êtes resté combien de temps? On était là-bas 3 ans, le moyen était 2 ans. OK. Et puis, on était stationné à Zos, en Westphalie, à Zos, au camp de le Fort Chambly. C'était tous des forts, le Fort Chambly, Fortville. Puis le 22e était là. 3e bataillon, il y a eu le 2e, que les autres demeuraient au Fort Saint-Louis.
Alors moi, vu que j'étais francophone, mes patrons m'avaient détaillé pour m'occuper du 22. Quand on partait en manœuvre, n'importe quoi, c'est moi qui leur emmenais le rationnement, le pétrole, les rations, tout ça. Alors, ils disaient, Frenchy, tu t'en vas voir les 22. All right, on partait. Puis, à votre retour d'Allemagne, je pense que vous avez pris un petit break, passez-moi l'expression, un petit temps d'arrêt de l'armée pour aller dans la police de Sainte-Foy. Ah, ben oui. Oui, ça faisait un bon bout de temps. J'avais fait du service, puis moi-même, pas de bâtiment, non, ça arrivait trop. Non. J'avais un confrère de classe que son père était échevin à Sainte-Foy. Et puis la ville de Sainte-Foy était après se réorganiser là, pour question de force policière. Et puis il y avait vraiment des candidats et tout ça. Alors il n'y avait pas d'instructeurs. Autrement dit, ils prenaient ceux qui étaient là comme des gars de la voyerie, entre autres. Alors il m'a parlé de ça. Il m'a donné un nom, qui était le gérant de la ville de Sainte-Foy. Alors, j'ai été le voir. Et puis, je lui ai demandé ça. J'ai dit, apparemment, vous avez besoin du monde comme constable. J'ai dit, oui. Est-ce que sont vos qualifications? Les temps d'année, l'académie militaire, toute l'équipe. Ah, j'ai dit, monsieur, ça m'intéresse. Mais là, j'ai dit, ça prend un certain temps. Il dit, il faut sortir, il faut que je fasse la demande, si ça s'accommode. Mais il dit, quelle fonction j'aurais? Et il dit, avec l'expérience que vous avez, il dit, on va vous mettre comme instructeur. La drill, le tir, ben parfait, ça c'était dans ma ligne, ça. Alors, je fais ma demande pour avoir mon licenciement. Mais croyez-le ou non, avoir le licenciement, ça prend des fois 2-3 mois. Moi, je l'ai eu à peu près dans un mois. OK. Le politicien municipal avait une correction, puis il m'a fait sortir assez vite, merci. Ça s'est fait vite. Alors, ça va bien. Alors, j'étais là, à Sainte-Foy, puis je donnais des cours de drill, de tir. Il y avait un gars, un sergent, qui s'est dénommé... voyons, comment il s'appelle déjà, là? Dave Craig, qui était champion aux Olympiques, puis le chef était Fernand Lapointe dans le temps. Et puis ensemble, avec Craig, on donnait des cours de tir à Sainte-Foy. Alors, même des fois, j'emmenais les gars à Valcartier, j'avais des contacts là-bas, puis on tirait contre les gars d'équipe de tir de l'armée, on se faisait planter tout coup. Ah ouais. Puis après votre expérience, en fait, lorsque vous étiez à Sainte-Foy, vous avez eu comme le mal des missions, puis un petit... Oui. Beau dimanche, je me promenais, je patrouillais, là, le bout du rond-point à Sainte-Foy, là, où était l'hôtel du boulevard Laurier. Je ne sais pas trop, la mélancolie me pognait, je ne sais pas trop. D'accord. J'ai rencontré un confrère, il me dit, Masson, il dit, on part, là, ils ont pas en mission, il dit, prochainement, ça parle, le ship, là, ça va mal, ça pourrait qu'on parte, on est stand-by pour les Nations Unies. Il dit, là, le bataillon, il dit, il n'est pas prêt, tu sais. Il dit, si tu viendrais, tu courrais une chance d'aller faire un tour avec nous autres. Alors, je pensais à ça. Quand je patrouillais, je pensais à ça. Puis, j'arrive chez moi, je dis à ma femme, je dis, femme, je pense que je retourne dans l'armée. Elle dit, t'es pas sérieux. Je dis, oui. Le lundi matin, je donne ma démission. Et puis, il y avait le capitaine Garneau, qui est son fils, qui est Garneau les Bessiques, là. C'est son fils. C'était mon capitaine. Et puis, il a tout essayé pour me garder, tu sais, ça. Alors, finalement, je me rends au bureau de recrutement, en bas de la cour de Citadelle. Le bureau, de ça, le dépôt, le 3PD. Ils m'ont engagé avec mon rang, tous mes privilèges que j'avais, tout. Et puis la seule chose, j'avais qu'à payer mon rehab, mon fonds de pension pour ne pas perdre de temps. J'ai payé mes années que j'ai perdues. Et puis en espérant que je m'en allais avec le bataillon qui partait pour Chypre. Mais le bateau, ils m'ont envoyé à l'école. Ils m'ont envoyé comme instructeur à l'école des recrues. C'est pas tout à fait le retour que vous prévoyez, là? J'ai eu ma chance par la suite. Par rapport que ils ont envoyé le contingent, et quand que le contingent a parti... À quel endroit? À Chypre. À Chypre? Ah non, oui, à Chypre ou en Bosnie? Non, c'est à Chypre.
En tout cas, ils ont envoyé le contingent, puis ils ont envoyé les instructeurs avec les gars d'expérience, les caporaux, sergents, tout ça. Ils ont parti avec la troupe. Alors, il ne restait plus grand monde en arrière pour former les recrues, pour faire le changement, éventuellement. Donc, il fallait qu'il y ait des gars en arrière. Alors, moi, j'avais un peu d'expérience. Alors, ils m'ont envoyé à l'école de dépôt. J'ai formé des recrues. Un coup, le recrue, après ses 16 semaines d'entraînement, mais ça allait au bataillon. Il faisait l'école de combat, puis il était prêt à partir. Qu'est-ce qui est arrivé? Après ça, il y a eu d'autres missions, mais les gars étaient prêts. Parce qu'on commençait, là, à ce moment-là, à peu près, les missions de maintien de la paix. Là. Je veux dire, ça avait commencé en 56, c'est ça? Le temps, il y a eu les missions qu'il y a eu. Il y a eu le Congo, le Rwanda, l'Ouganda. Tous les pays qui faisaient Somalie, l'Allemagne, il y a eu la Bosnie, Chypre, l'Égypte. Il y en a eu plusieurs. Les Canadiens étaient comme un peu les maîtres d'œuvre là-dedans, souvent? Ben, disons, ça arrivait dans certaines places que les Américains avaient pas mal la main haute, Okay. mais on avait des spécialistes sur un autre côté. C'est arrivé à certaines places aussi que nos officiers commandants avaient la main haute sur le contrôle, comme la guerre du Golan, là, en Égypte, là. Les Canadiens étaient impliqués, le commandement était impliqué là. Il y avait beaucoup d'officiers qui faisaient partie de l'état-major, même. Mais dans les troupes combattantes, on n'a pas eu bien là. On a fait plutôt des troupes, nous autres, d'occupation, comme à Chypre, on était dans la zone verte. Les Turcs d'un bord, les Grecs de l'autre, nous, entre les deux, comme tampons. Pour éviter, dans le temps, ça qui était Makarios, qui était là dans le temps. OK. La même chose qu'au Congo. Au Congo, dans le temps, qui était Tchombe, Lumumba, qui était là dans ce temps-là, dans le temps du Congo belge. Alors, mais là, on avait le droit de se défendre. OK. Alors, il y a quelques gars qui sont fait piquer, mais... Parce que toujours la démarcation est faible quand on... Voilà, tu peux avoir le mandat des Nations Unies comme quoi que les troupes ont le droit de se défendre s'ils sont attaqués. Par contre, il y a d'autres places, comme un de nos généraux qui s'est fait tasser dans le coin. Faites rien, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Vous savez de qui je veux parler. Il a fait du bon travail, le gars, mais avec rien. Il n'a pas été secondé, il n'a pas été appuyé. Donc, nous autres, on était en arrière, on disait, ça doit être dur pour le gars. On connaît le gars, ça doit être dur pour le gars de supporter ce qu'il fait là. Ça doit être dur. Puis vous avez aussi vécu une situation particulière ici au Québec à la fin des années 60, début 70, la crise d'octobre? Ah, oui, la crise d'octobre. Mais on était au dépôt. Le premier groupe qui est parti, c'est des gars de la Citadelle. On est parti en autobus, on est descendu à Montréal. On est arrivé là dans la nuit, ils nous ont monté dans l'édifice du Bel Téléphone en haut, puis là, on a fait notre bivouac là, on a couché là le lendemain matin. On avait pris possession de la ville. Puis moi, à travers de ça, j'avais eu comme mandat, j'avais la maison, le Red Paw Crescent. Oui, le James Research Cross. Voilà, c'est moi qui l'avais. OK. La maison de Cross, la maison des affaires commerciales britanniques qui était sur le coin. Simard, le beau-frère de Robert Bourassa. De Robert Bourassa. J'avais sa maison à garder. Le consulat japonais, puis belge. OK. Alors j'avais ça, moi j'avais ce coin-là à protéger. On était sur des chiffres de 8 heures. C'était quoi le sentiment à l'époque d'un Canadien français qui allait à Montréal dans une mission de maintien de la paix ou de l'ordre? Comment qu'on se sentait? Il y en a bien parmi nous autres qu'on filait pas bien. On n'était pas bien dans nos bottines. Quand on est arrivé, nous autres, il y avait des gars qui étaient sur place, c'était des gars du régiment des RCR, Royal Canadian Regiment, un régiment anglais de l'Ontario. C'est comme un régiment anglais de l'Ontario, puis c'était dans le temps du nationaliste, puis tout ça. Puis parmi nous, au 22, il y en avait beaucoup on était francophones, puis on était fiers de l'être, et puis on est capable de régler nos problèmes, on n'a pas besoin des autres. Bon. Donc, on a vu des Anglais dans Westmount arriver, puis dire
à un, à dire à un de mes troupes, un lance caporal avec un autre, on faisait la garde à 100%, 2 hommes, arrivait avec un paquet de cigarettes, puis donnait un paquet de cigarettes à mes gars. Alors, le caporal, il disait à madame en français, la madame, ah oui, moi, j'étais pas loin. J'ai eu connaissance de ça. La madame a dit, honnêtement, puis bien, tu sais, sans arrière-pensée, tu sais. La madame a dit à mon caporal, elle dit, on est content en anglais, tu sais. Elle dit, on est content de vous voir ici, vous venez nous protéger. Alors, le caporal, il répond, vous protégez de qui, de quoi? Vous êtes au Québec, madame? Oui, mais dit, les nationalistes. Le gars, il dit, moi, je suis un Québécois, madame. Oh, il dit, elle dit, prenez ça, ça me fait plaisir. Il me donne un paquet de cigarettes aux 2 gars. Mon caporal a pris le paquet de cigarettes, puis il redonne à madame. Sinon, merci, madame, l'armée canadienne nous paye très bien, mais on est capable d'acheter nos cigarettes. Oh, monsieur. La madame, tu sais, elle n'a pas fait ça de mauvaise intention ou quoi, ça, tu sais. Non. Mais les gars qui étaient là, la majorité ne parlaient pas anglais. J'étais un des seuls, vrai, dans mon groupe qui parlait anglais. Alors, Ça illustre un peu l'espèce d'ambivalence que les Québécois ont dans leur relation avec l'armée canadienne ou avec l'histoire militaire. Vous êtes bien placé pour savoir que l'histoire militaire est un peu mise sous le tapis, en tabou au Québec. Pourquoi, selon vous? J'ai eu des ennemis, je pourrais dire, comme confrères d'armes. Par contre, les Anglais, Canadiens anglais que j'ai eus comme confrères d'armes, encore aujourd'hui, ce sont encore de mes amis. Mais il y en a que j'ai courtisés qui ont été, vraiment dit, mes ennemis, puis ils l'ont été toujours, pas seulement avec moi, avec d'autres. Assez que des fois, on sortait, quand on était en mission, on sortait, ça, puis les gars prenaient un petit verre, un verre, puis la bagarre pognait. Les Anglais disaient aux Québécois, ils disaient, « Hey, t'es pas capable de parler le langage des Blancs. » Speak white. Speak white. Puis ben, c'est bien de valeur. J'ai dit, moi, il n'y a pas un tabarouette d'homme qui va me dire ça. Surtout pas un gars qui te fait la même job que moi. Puis qui prend les mêmes risques que moi, puis je vais peut-être avoir besoin de lui pour sauver ma peau, puis comme lui a besoin de moi pour sauver sa peau. Donc, j'aime pas ça. Alors, j'y laissais savoir, puis souvent, ça revirait que j'étais impliqué dans une bagarre, puis ça n'a pas arrivé qu'une fois. J'ai appris à me faire respecter. J'étais un francophone, j'étais un Canadien français, je respecte le drapeau autant que toi, puis je vais faire la même mission que toi. Puis si j'ai besoin du sang, si jamais que je suis blessé, j'espère que tu vas comprendre que je vais dire « donne-moi du sang », que je n'ai pas besoin de le demander en anglais. Alors, je dis, par contre, il y a d'autres anglophones, des chic types que j'en parle, je pense encore, c'était plus que des frères. Ils ne sont pas tous comme ça. Malheureusement, ils sont comme ça parce qu'ils sont ignorants. C'est aussi simple que ça. Parce que ceux qui nous ont courtisés, ceux qui ont vécu avec nous, ils ont compris notre situation. Même j'en ai un, là, un copain, là, il vient à Québec, puis je l'ai amené à la Citadelle, je l'ai amené partout, puis il en parle avec les gars là-bas à Borden. Là, on rencontre des anciens à Borden. Ah, ils ont été bien reçus à Québec. Puis ils disent, « Bonjour mon ami, comment ça va? » Tu sais, il m'appelle. Tu sais, quand tu es ignorant de quelque chose, c'est de l'éducation. C'est tout simple que ça. Puis c'est ce que vous faites un peu à l'heure actuelle dans certaines écoles. Je crois que vous allez donner des conférences. Oui, je donne des périodes de 45 minutes. J'ai eu le plaisir d'aller à l'académie de l'école Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague. J'étais 2 jours avec 4 périodes par jour, parlant du patrimoine, l'histoire militaire des francophones. Puis la réaction des étudiants? Ah, ça a été magnifique. Les étudiants sont avides de vouloir apprendre qu'est-ce que leur père, leur grand-père ont fait. Parce que leurs parents sont ignorants de l'affaire. Alors, tu ne peux pas enseigner ce que tu ne sais pas. Donc, il arrive un gars comme moi, là, limité dans le domaine. Mais quand même avec une expérience
passablement longue. Oui, d'accord, mais quand tu prends un vétéran là, qui était au combat, là, puis qui s'est fait cheler, là, puis s'est fait brosser à la cage, là, puis il est rendu chez le choc, là, puis tout le kit, là, lui, il était en enfer. Il est revenu. Lui, il était. Alors, même souvent, ces gars-là ne veulent même pas parler. Ça leur remet en mémoire. Là, puis, alors, il y a nous autres qu'on l'a appris de ces gars-là. Puis les petites missions qu'on a eues. Nous autres, on n'a pas été à la guerre. Nous autres, dans ma génération comme telle, quelques-uns ont fait la Bosnie. Ça a brassé. Ça a brassé en Bosnie. Pour ça, le Congo un peu, l'Égypte, puis toute l'occupation Chypre, l'occupation Somalie, même chose. Alors, non. Mais en même temps, ça fait partie de notre histoire militaire. Ça fait partie de notre... Définitivement. Ouais. On est très bien coté au point de vue des nations. Je dirais peut-être, les derniers 10 ans, peut-être 5-10 ans, notre gouvernement, disons, a baissé un peu la... comment dire? La barre. Ouais, on s'est peut-être moins impliqué ou fait des jobs un peu plus camouflés en arrière, tu sais, comme on fournit des avions, on fournit l'équipement, du manger, de faire de même, mais des troupes impliquées, de moins en moins. Il y a encore une sorte de réflexion nationale autour de notre participation militaire. Oui, oui, mais comme je disais, il y a beaucoup de militaires que, quand tu regardes ce qui se passe, autrement dit, en Syrie, en Irak, et tout ça, là, on se dit, nous autres, les vieux, là, on n'a pas eu le temps, qu'est-ce qu'ils attendent pour leur rentrer dedans? Qu'est-ce qu'ils attendent pour régler le baptême de problème? Ils l'ont fait en Corée. La Corée ont fait moins ce que le bouffon de la Syrie ou l'Irak font. Ils ont envahi avec MacArthur la Corée. Là, dans le moment, regardez les milliers de réfugiés qui traversent la frontière, puis ils vont par la Méditerranée et le choix sur les côtes de la Grèce, de l'Italie. Des milliers. Là, on en a chez nous en plus. OK? On en a. Mais ces gens-là, moi, ils ont du courage. Pensez-y, un père de famille, sa femme, ses enfants, puis qui embarque à bord d'une chaloupe, cordée comme d'une canne à sardines, puis qui lâche dans la Méditerranée. Il ne sait pas ce qu'il va aller. Ça prend du courage en tabarouette de faire ça. OK? Chapeau à ces gens. Mais ils arrivent en Italie ou ils s'en viennent chez nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas d'instruction. Puis le gouvernement canadien ne peut pas les refuser quand ils demandent, vraiment dit, le droit d'asile comme réfugiés. C'est la loi de notre Constitution. On ne peut pas les refuser. Mais s'ils viennent comme immigrés, ça, ils peuvent les contrôler par la douane, les faire le même. Mais s'ils viennent comme réfugiés. Mais qu'est-ce que les Nations Unies attendent pour envahir cette tabarouette de pays-là et régler le problème? Puis les réfugiés n'auraient plus. On les retourne chez eux, puis ils vont être heureux chez eux, puis leur donner, mettons, les outils nécessaires pour rebâtir leur pays, au lieu de les avoir chez nous. C'est sûr que la participation militaire, évidemment, du Canada dans des conflits comme ceux-là est déterminée par un ensemble d'enjeux. Puis, et comment? Mais l'armée, les forces armées canadiennes, à votre avis, sont-elles prêtes à participer à tout genre de conflits dans le monde? Pas dans le moment. Mais si ça en viendrait, regardez la guerre de Corée. Quand mon père est parti en 50, ça n'a pas pris des années. 1 an, les gars t'apprêtent, ils sont partis au combat, direct au combat. Alors, regardez, la Bosnie, les gars de là, ils se sont impliqués, mais ont fait un bon job. Pensez-vous que ce serait une bonne chose ou une chose à faire que de suggérer aux jeunes d'avoir un service militaire? Ah, ça, champion. Ça leur apporterait de la discipline, l'encadrement, ce serait... Qu'est-ce que 2 ans dans la vie d'un jeune peut représenter dans sa vie? 2 ans. Avant ça, les Américains ont 18 mois de service obligatoire. D'accord? Tu as 18 mois. Ça forme un jeune. Là, il dit, laisse-moi tranquille, là. Puis là, tu vas être avec des hommes, tu vas être formé, ainsi de suite. Après ça, un coup, tu seras sorti des forces, tu feras que tu voudras. Mais au moins, pendant que tu vas être dans les forces, ils vont te montrer de mettre un pied un devant l'autre, puis d'avoir du cœur dans le ventre. De prendre tes affaires en main. Tu n'as pas besoin de trouver maman, puis bon. Et le type va apprendre à devenir autonome. Il va apprendre surtout une chose. Pays,
honneur, puis sa fierté. Il y en a combien aujourd'hui qui disent « Moi, j'ai de l'honneur ». Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Il connaît le mot, mais il ne sait pas c'est quoi que ça représente. Là, on dit « Ton pays, tu peux te battre pour me battre pour mon pays à l'instant. » Les valeurs. De réinculquer les valeurs, la discipline, la formation, on dit le mental. Oui, mais quand tu auras une bonne formation, ainsi de suite, tu seras assez vieux, assez formé. Quand tu vas sortir de là, il me dit, moi, je m'en vais là, l'autre, je m'en vais là. Il va savoir où il va aller. Il n'allait pas aller voir maman ou aller voir papa, puis aller chiffonner, aller vivre à côté de son père et sa mère. Hein? Il va être autonome, puis il va apprendre à vivre comme un homme. Bon. Aujourd'hui, on a des femmes qui font partie des forces. Puis dans les femmes, moi, dans mon temps, ça commençait. J'étais le premier instructeur à donner de l'entraînement à des femmes. Des femmes, des infirmières. J'étais le premier à Saint-Jean-du-Berruel. Les gars me regardaient travailler, les gars, ils disent comment, parce que je travaillais à une certaine méthode, hein, puis pour les femmes, ça devait être assez difficile, tu sais. Je me suis fait mettre à l'ordre, si on peut employer le terme, par le commandant, tu sais, de ne pas être si dur, tu sais, de ne pas appliquer le règlement si strict. Mais ils ont fait du bon travail, puis on voit ces filles-là travaillaient avec cœur, tu sais, et ils voulaient. Ça, c'était des officiers, des infirmières, mais ce sont des officiers, ils sont protégés parce que ce sont des officiers. Donc, après ça, j'ai eu à Saint-Jean des soldats, des femmes soldats. Et puis j'en ai connu à Valcartier, qui était sur les APC, sur les chars d'assaut et tout ça. Et puis je me disais à un moment, je ne suis jamais capable de travailler avec des femmes. Tu sais. Je me disais, peut-être que je suis trop macho, quoi. Mais tout de même, je faisais partie des troupes d'élite. Je ne voyais pas des femmes faire le travail que je faisais, prendre les risques que je faisais. Oui, elle est capable de faire la job. On a besoin d'elle, Dieu merci qu'on les a. Hein, comme infirmière, opérateur de radio, tu sais, en arrière de nous seconder, mais pas en avant. Tu sais, l'avoir avec un homme, je crois qu'il n'y a pas une femme de même. Tu sais, au combat pour charger la bagnonnette, je crois qu'il n'y a pas ça de même. Tu sais, ah, d'accord, ça doit être vieux jeu, tu sais, là, tout de même. Mais en terminant, comment d'après vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour mettre davantage en valeur notre passé militaire et l'importance d'avoir un corps d'armée dont on est fier? Ça partira d'en haut, ça partira par le gouvernement, le ministère de l'Éducation, de mettre dans le programme une certaine période à laquelle il devrait être inclus, comme quoi on devrait mettre, je ne sais pas, tant d'heures sur les connaissances militaires ou la participation des troupes canadiennes en général. En général, ça peut être une période parlée, je ne sais pas, l'Afrique du Sud ou la Bosnie, whatever, ça dépend. Mais mettre nos jeunes au courant de qu'est-ce que nos grands-pères, nos pères ont fait. C'est pas des farces, c'est des jeunes, ils voient le monument, c'est plein d'Abraham, ils se demandent c'est quoi ça. Croyez-le ou non, une fois, à la journée de l'armistice, je ne pouvais pas être sur la parade, j'avais une entorse. Et puis j'étais sur le bord du muret de la Grande Allée, en face du monument de la Grande Allée des 14-18-39. Croyez-le ou non, il y avait 4 adultes, 2 couples, qui étaient assis sur le monument. Et là, c'était la journée le 11 de novembre. La parade se faisait, les drapeaux, toute l'équipe, les dignitaires venaient apporter des fleurs. Je les ai regardés. Ils se demandaient ce que j'avais regardé. J'ai dit, il foutait le cœur. Il a fallu que je m'impose. Je leur ai dit pas loin, messieurs, dames, vous êtes sur un monument. Un monument des morts de la guerre. Qu'on célèbre aujourd'hui. Auriez-vous la gentillesse et la politesse de le respecter, allez foutre votre derrière ailleurs que là? Là, il y en a une, la madame, a commencé à vouloir monter dans les rideaux. Le gars, son homme, un des deux, là, il a compris ce que je voulais dire. Il a dit, discute pas, viens-t'en. On s'en va. Lui a compris. Mais sur le coup, là, autrement dit, c'est une occasion de s'asseoir et de regarder la parade. Ça va prendre beaucoup de gens comme vous pour donner des explications? C'est pas voyant.
Monsieur C'est Masson, incroyable. Monsieur Masson, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci.